une production du Studio SF. Bienvenue au Sans Filtre, le podcast où on parle de ce qu'on veut avec nos invités. That's it, je suis PH Quentin, avec moi, Doom Plante. Yeah! Cette semaine, c'est un épisode présenté par Allo Prof. Allo Prof et spécialement l'initiative Allo Français. On reçoit Marc-Antoine Tanguay, qui est le cofondateur d'Allo Prof et qui est consultant spécial à la direction. Et on reçoit Rosiane Arsenault, experte technopédagogique chez Allo Prof. Donc, un podcast qui s'intéresse à l'importance du français comme matière pédagogique. Le français écrit, le français parlé, la compréhension de lecture, etc. Pourquoi c'est important, comment on peut aider les élèves, comment on peut aider les parents, les profs. C'était super intéressant. Honnêtement, en toute transparence, c'est un podcast sponsorisé, mais super conversation avec nos deux invités, super intéressant. Puis une initiative qui, encore une fois, honnêtement, je ne connaissais pas avant, mais qui est vraiment, premièrement, qui a un impact majeur parce qu'il y a 600 000 élèves au Québec qui utilisent Allo Prof chaque année. Donc, c'est vraiment une ressource très importante. Ils viennent vraiment en aide à beaucoup. Presque 60% des élèves, c'est massif. Ouais, vraiment beaucoup d'élèves au Québec qui consultent d'une manière ou d'une autre. Bref, vous écouterez le podcast, je pense que ça va vous intéresser. Si vous êtes élève, si vous êtes parent, si vous êtes prof, peu importe où vous vous situez dans l'écosystème de l'éducation, je pense que ça va vous intéresser. Tout à fait, j'ai rien de plus à dire. Bon podcast. Bonne écoute. Ça roule? C'est parti. Merci beaucoup d'être là. C'est très le fun de vous recevoir. Merci à vous. Ouais, merci. Je voulais qu'on commence en parlant un petit peu des débuts d'Allo Prof avant de parler de l'initiative Allo Français. Donc, pourquoi Allo Prof? Pourquoi ça existe? Pourquoi ça a commencé? Ah, je sens que c'est une question pour moi. Oui, exact. Oui, parce que toi, t'es cofondateur. Oui, en fait, je fais partie de on va dire la première équipe qui a créé Allo Prof. Puis c'est ça, dans le fond, c'est né au milieu des années 90. Ça commence à dater, ça fait 30 ans. C'est suite à des états généraux sur l'éducation, sur le défi du décrochage scolaire, qui est toujours un problème important, mais qui l'était encore plus à l'époque. Et c'est ça, à l'époque, parmi les solutions qui avaient été avancées, il y avait celle-là de créer un service de soutien gratuit, accessible à tous les élèves du Québec, qui allait répondre à leurs questions scolaires sporadiques, donc d'éviter que les retards s'accumulent. Ouais. Et à l'époque, on était très technologique déjà. On a dit, on va mettre en place un système de téléphone, en fait, un genre de 811, 911, mais des devoirs. Et c'est comme ça que c'est né à l'époque. Puis pour ceux qui s'en rappelleraient, il y avait une émission de télé à Télé-Québec qui était associée à ça, qui s'appelait Allo Prof aussi, qui était animée par Martin Matt. On a lancé la carrière de Martin. Ah ouais? On a bien dit. Il serait jamais devenu ce qui est maintenant sans Allo Prof. Pas, ça l'a formé. mais blague à part, c'est vrai que c'était drôle parce que pendant, c'est ça, les débuts d'Allo Prof, il y a eu cette émission-là. Il y a Bernard Fortin aussi qui avait animé. Donc, surtout, ce qui est resté, bien évidemment, c'est l'initiative de soutien scolaire parce que ça a vraiment cartonné. Ouais. Les élèves en demandaient, puis, en fait, on l'a conservé, mais on a vu des opportunités avec les années de développer davantage pour soutenir plus d'élèves parce qu'il y a toujours une limite au nombre d'enseignants qu'on peut mettre à disposition des élèves pour répondre à leurs questions. Oui, parce que comment ça fonctionnait avec le numéro, c'est le monde appelait, puis vous autres, vous aviez des professeurs qui étaient prêts à répondre. Exactement. Ben, c'est ça. Combien de personnes à peu près qu'il y avait au début? On peut imaginer qu'il y a, mettons, 1 million d'élèves au Québec, puis on avait une équipe de quelques dizaines d'enseignants pour répondre. Ouais. Mettons qu'on multiplierait par 10, il y en aurait quelques centaines, mais ça ne peut pas répondre à 1 million d'élèves de cette façon-là. Donc, la limite, on la voyait, elle était physique. Ça aidait déjà plusieurs milliers d'élèves par année, mais on ne pouvait pas aller beaucoup plus loin que ça. Puis là, avec le développement d'Internet, du web, on a vu d'autres opportunités, comme un site d'information pour présenter les notions qui étaient plus problématiques pour les élèves. Parce que ce qu'on s'est rendu compte dans ce service-là, c'est que souvent, les élèves en difficulté, ils ont toutes les mêmes questions. C'est toujours les mêmes choses qui reviennent, puis c'est normal. Après, il peut y avoir des problèmes sporadiques ailleurs, mais il y a moyen de fournir l'information puis que les élèves aillent la chercher par eux-mêmes. Donc, on l'a fait dans le web, sous forme de fiches.
On l'a fait sous forme de vidéo sur YouTube quand ça a commencé à émerger, cette idée-là de créer des tutoriels pédagogiques, en quelque sorte. On a développé des jeux, on a développé des exercices, donc toute une offre qui permettait à l'élève de se servir par lui-même là-dedans, finalement, selon le problème qu'il rencontrait au moment où il le rencontrait. Ça, c'est un gros élément du succès d'Alloprof, c'est que c'est l'élève qui vient vers nous. Alors, il est très réceptif. On sait que c'est des fois un défi en classe de garder les élèves concentrés, mais là, c'est l'élève qui dit « OK, là, j'ai un problème, j'ai besoin d'aide. » Alors, c'est sûr qu'il est complètement à l'écoute. Il veut trouver une solution. Donc, que ce soit avec nos enseignants ou nos services en ligne, bien, il va toujours être attentif à ça, puis ça amène des super bons résultats. Puis ben, jusqu'à nos jours, on a continué à évoluer, à se développer. Puis là, ben, aujourd'hui, on commence à parler de solutions d'intelligence artificielle, puis de moyens de personnaliser davantage le soutien pour que ce soit vraiment adapté à chaque élève selon ses défis puis ses progrès réels. Donc, c'est ce que la technologie nous permet de faire. La technologie, c'est merveilleux, mais il faut bien la cadrer pédagogiquement. Puis c'est là où on intervient, je pense, de façon plus remarquable. Puis là, c'est quoi aujourd'hui l'éventail de vos services, là, finalement? J'imagine qu'il y a encore la ligne téléphonique, mais là, il y a plein d'autres. Tu parlais de YouTube. Oui, exact, c'est ça. T'sais, on a gardé notre service historique par téléphone. Qui continue à être utilisé, mais de moins en moins. Non, les jeunes, ils n'aiment pas ça tant que ça, parler au téléphone. Ça va nous surprendre. Alors, on a créé un système de clavardage. Le nombre de... En fait, je réponds jamais. Mon téléphone est tout le temps en mode ne pas déranger. Je réponds jamais aux appels. Puis c'est toujours... écrivez-moi un message, un email, s'il vous plaît. Tout le temps. Ben, on le disait, t'es jeune, parce que les jeunes, c'est ça qu'ils font. Ils veulent pas parler. Faire texter qui a parlé. Un âge de cœur de 22. Ouais, c'est ça. Qui texte. On a le clavardage en direct aussi. Puis ça, c'est des services qui sont en croissance. Donc ça existe toujours. Puis nos enseignants continuent à répondre aux élèves. Puis après, ben, il y a les vidéos, il y a des jeux, des exercices, des fiches. Il y a toutes sortes de moyens comme ça. On appelle ça des plateformes numériques là, différentes. Donc dans un environnement complet pour répondre un peu à tous les types de problèmes que les élèves pourraient rencontrer. Des fois, c'est parce qu'il ne se souvient pas de l'explication. Il a besoin d'avoir un rafraîchissement de l'explication. Des fois, c'est parce qu'il n'est pas sûr d'avoir compris. Il a besoin de pratiquer pour être certain qu'il arrive bien aux bonnes réponses. Fait que c'est ça. Toute la panoplie va se trouver gratuitement sur Alloprof. Puis ben, ça continue à grandir. Et dans les dernières années, on a développé des volets aussi pour les parents et les enseignants. Donc, pour les parents, ben, c'est ça. Les parents, ils veulent que leur enfant réussisse, ils s'impliquent. Ben, on les aide à s'impliquer de la bonne façon aussi. Souvent, les parents vont prendre sur eux d'expliquer comme s'ils étaient des profs à leur enfant, mais c'est pas ça le rôle d'un parent. Un parent, c'est pas un pédagogue à la base. Il est là pour encourager, montrer que c'est important. Mais c'est ça, pour prendre le relais au niveau plus pédagogique puis donner des petits trucs motivationnels, ils peuvent se tourner vers Alloprof aussi. Là. Est-ce qu'on sait maintenant combien il y a d'élèves qui utilisent Alloprof? Oui, on sait. C'est environ 600 000 élèves au Québec. Donc, on parlait d'à peu près 1 million d'élèves en tout. Ça veut dire, grosso modo, 60% de tous les élèves du Québec utilisent Alloprof dans l'année scolaire. D'une manière ou d'une autre, Alloprof dans leur parcours. Là. Exactement. À chaque année, dans le fond. Oui, c'est ça. À chaque année. Puis c'est ça qui est important aussi. Je pense que c'est cette continuité-là. Ils peuvent changer d'école, ils peuvent changer, des fois, ils changent de région, changent de prof, tout ça, mais Alloprof reste constant. Ça reste comme exactement un outil qui les suit partout, puis qui va s'adapter jusqu'au secondaire 5. Donc, c'est de la première année primaire. Première année jusqu'au secondaire 5. Jusqu'à la fin. Toutes les matières de l'école, dans le fond, c'est peu importe la question, finalement. Et c'est ça. Et c'est vraiment ça l'idée aussi. On va dire, c'est un one-stop. On n'est pas supposé dire ça aujourd'hui, mais c'est vraiment un endroit, un arrêt unique où il peut arriver, puis il sait qu'il va avoir un soutien approprié, peu importe c'est quoi la nature de sa question. Et qui développe les modules ou les exercices ou les choses qu'on retrouve sur Alloprof? On a une équipe d'enseignants, en fait. C'est ça, à la base, on avait vraiment comme cette fondation-là très solide qui était les enseignants dans toutes les disciplines. Donc, nos producteurs de contenu, ils vont rédiger les fiches notionnelles, ils vont rédiger, on va parler peut-être des parcours, donc rédiger les exercices pour les parcours d'Allo-Français, etc. Mais après, là, c'est que tu as toute une équipe de développeurs numériques qui s'est greffée à ça. Tu as toutes
Ben là, c'est ça, des experts technopédagogiques comme moi, des gens qui vont aider aussi à conseiller les équipes pour optimiser l'impact de nos outils sur l'apprentissage, parce que il s'agit pas de prendre une notion puis la mettre dans de la technologie pour que ça crée par magie ça, de l'apprentissage. Hein, ça prend une réflexion didactique, entre autres. Donc, on a Alloprof, dans les dernières années, a pris beaucoup d'expansion et c'est adjoint beaucoup d'experts, là, des pros là, de l'apprentissage pour vraiment soutenir les équipes. Donc, c'est vraiment un travail d'équipe très, très riche. Ouais. Puis je pense que c'est important de préciser, c'est ça, qu'il y a ces experts pédagogiques-là, que ce soit des enseignants qui ont l'expérience du terrain ou comme Rosiane, par exemple, qui a vraiment une expertise didactique là, sur l'art d'enseigner les choses, qui viennent mettre leur sceau finalement. Donc, c'est aussi ça l'idée, c'est de sortir de l'intuition puis d'aller dans ce qui est démontré, qui marche vraiment, soit par expérience, soit parce que la science est derrière puis a montré que ça amenait des effets. Et c'est ce qui fait la différence en bout de ligne, puis qui fait que c'est aussi efficace pour autant d'élèves parce que, tu sais, on peut faire des choses qui sont intéressantes, qui fonctionnent bien avec un petit groupe, mais là, nous, on veut faire des choses qui fonctionnent pour des centaines de milliers de jeunes. Il ne faut vraiment pas se tromper. Oui, exact. J'ajouterais peut-être aussi qu'on a des chercheurs, beaucoup de chercheurs qui collaborent avec nous parce que, bon, si vous savez, dans toutes les universités du Québec, tu as des facultés d'éducation. Ouais. Hein, la pédagogie, la didactique, c'est des sciences. Hein. Il y a des experts, des chercheurs qui font des doctorats aussi, sur le sujet, etc. Exactement. Donc, c'est d'aller collaborer avec ces chercheurs-là. Puis ils sont super intéressés de collaborer avec nous parce que, étant donné qu'on a un gros rayonnement, tu sais, comme Marc-Antoine le disait, si on rejoint 600 000 élèves par année, ben ça fait beaucoup de gens qui se connectent, avec qui tu peux aller collaborer, chercher de l'information sur l'impact de nos outils. C'est donc, ça fait des données aussi pour eux, là, pour recueillir des qu'est-ce qui fonctionne pas, puis ramener ça après ça dans leur recherche. C'est ça. Tout à fait. Ça fait avancer la connaissance, puis en même temps, bien, sur le terrain, ça amène des impacts à large échelle. C'est gagnant pour tout le monde, finalement. C'est quoi maintenant, en fait, le canal par lequel les gens vont le plus passer, là, tu sais... Parce que là, tu dis la ligne, c'est de moins en moins, la ligne téléphonique, c'est de moins en moins le service principal. Ça passe par où maintenant? En fait, là, c'est super intéressant parce que ça bouge en ce moment. Ça bouge parce qu'il y a des technologies là, qui... Ouais, c'est ça. On parlait d'IA, entre autres. Ça va trop vite pour qu'on puisse le suivre. Non, on arrive à le suivre. Puis c'est ça, tu vois, le web, traditionnellement, là, c'est quelque chose qui est en très, très forte croissance. On parlait des fiches, des exercices, ça. Ça a tendance à plafonner, voire même un peu diminuer sur les lectures, tu sais, les lectures de contenu plus court. Ce qui augmente beaucoup, c'est la vidéo. Ça marche beaucoup, la vidéo. Des formats très courts aussi, un peu à la story. Là, ça fonctionne super bien. À la TikTok. Comme un reel sur une question précise. Là, exactement. Donc, on ne couvre pas un pan de cours au complet. On aborde une notion très, très précise. Puis les jeunes, ils captent super bien ça. Puis ça les débloque vraiment sur ces notions-là. Donc, ça, c'est en forte croissance. Et à travers l'IA aussi, de plus en plus. Donc, tu sais, tout le web traditionnel, ben, on voit un plafonnement, comme je le disais. Ouais. Mais là, il y a tout un afflux qui nous arrive à travers les agents conversationnels, par exemple. Donc, ça bouge. C'est assez intéressant à suivre en ce moment, là, ce qui est en train de se passer. Puis c'est quoi, dans le fond, là, vous avez, mettons, une plateforme avec un agent conversationnel qui est intégré à Alloprof, finalement, puis qui est comme spécialisé, que vous avez entraîné, ou comment ça fonctionne? Non, en fait, on n'a pas cet agent-là. En fait, on travaille, on fait de la recherche et développement autour de ça, parce que c'est sûr que quand on a vu ChatGPT sortir, on s'est dit, oh, attends, là, c'est peut-être quelque chose qui pourrait vraiment aider beaucoup d'élèves. Ouais. Donc, on fait de la recherche sur ça. En ce moment, la réalité, c'est que ces agents-là ne sont pas si utiles que ça entre les mains des élèves qui ont des difficultés. Puis c'est facile de voir que quand on l'utilise soi-même, ça vous est sûrement déjà arrivé. Non! Jamais corrigé de faute avec ChatGPT, jamais. S'il est un petit peu dans le champ, on le ramène. Il faut tout le temps faire ça, en fait, avec les agents conversationnels. Et l'élève en difficulté, il ne peut pas le ramener parce qu'il est en difficulté. Il ne sait pas qu'il commence à être dans le champ. Et au fil de la conversation, ce qu'on étudie, c'est qu'il s'en va de plus en plus dans le champ, finalement. Donc, ce n'est pas aidant pour ce genre d'élève-là. Par contre, il y a des fonctionnalités génératives, là, pour parler de cette technologie-là, qui peuvent être vraiment intéressantes, comme la création de résumés. Ramâcher l'information, la présenter d'une façon différente, d'une façon plus imagée. Ça, c'est des choses qu'on développe, qu'on déploie sur notre site, puis qui peuvent vraiment aider là, des élèves qui ont plus de difficultés. Mais le chatbot qui répond aux questions d'élèves, il peut donner la réponse, mais c'est pas ça l'idée non plus. Là. En apprentissage, il faut faire un peu d'effort. Le travail par ChatGPT. Exact. ChatGPT, quand c'est arrivé... Non, ça peut pas remplacer Alloprof, par exemple. Ça ne deviendra pas une ressource où est-ce que...
on peut aller avoir réponse à ces questions. Là. C'est moins spécialisé que, j'imagine, Alloprof. Ben, c'est que ça peut le faire, mais pas d'une façon qui est pédagogique, qui est efficace. Puis il y a la question de fiabilité aussi. Peut-être qu'éventuellement, on va arriver à moduler ce genre d'outils-là pour que ça soit plus efficace. Mais pour le moment, c'est pas super évident. Puis, tu sais, pour amener la conversation peut-être vers ce qu'on va vouloir discuter tout à l'heure, il y a une question beaucoup de langage là-dedans aussi. En fait, c'est des outils qui fonctionnent à partir du langage. Et si on ne maîtrise pas bien le langage, on ne peut pas bien maîtriser ces outils-là. Exact. Et c'est le défi qu'on rencontre. Je parlais d'élèves en difficulté, mais c'est vrai que c'est un défi aussi d'être assez précis dans ses requêtes, par exemple, puis d'amener les nuances et de bien comprendre les nuances de la réponse pour amener l'outil à être intéressant. Bien, quand on maîtrise le langage ou quand on maîtrise le sujet, ça va bien. Quand on est en apprentissage, bien, c'est pas nécessairement des qualités qu'on a encore développées. Donc, ça donne des limites presque essentielles à l'outil, finalement. Ouais. Puis c'est ça, ben pour plongeons en fait dans Allo Français par Alloprof, qui est une initiative actuelle qui est née, tantôt tu parlais d'Alloprof, qui est née du décrochage scolaire puis du désir de pallier à cette problématique-là. Là, on remarque un déclin dans pas la compréhension, mais la connaissance ou la capacité des jeunes à bien utiliser le français, que ce soit par écrit ou par oral. Dom, il parlait tantôt de corriger ses fautes sur ChatGPT. Ça, c'est rendu une béquille utilisée de tous, mais pour moi, j'ai fait mon parcours à l'université en littérature. Puis, toutes les dissertations que tu écris, tu corriges tes fautes toi-même. Puis, ce que ça m'a donné comme capacité après ça à pas faire de fautes puis à bien utiliser le français, c'est massif. Puis, je peux même pas m'imaginer si j'avais justement ChatGPT à juste faire, copier-coller, corrigez-moi les fautes en gardant le même ton pour que ça reste moi. Mais j'aurais pu jamais développer mes capacités à corriger mes fautes. Là. Ouais. Donc, est-ce qu'on peut parler un petit peu de la raison du pourquoi Allo Français initialement? Je pense que c'est un bon point de départ, ce que tu nommes, le changement générationnel, les nouveaux outils. Maintenant, on n'a jamais autant écrit. Hein? Tu peux te lever le matin puis pas ouvrir la bouche puis communiquer avec des dizaines de personnes juste avec ton téléphone en écrivant des textos, des messages, etc., des courriels. Ouais. Donc, souvent, on écrit 20 emails avant midi. Exact. T'as pas ouvert la bouche encore. Là. T'as pas encore fait tes vocalises. Là. Bon. Alors, c'est ça. C'est fascinant comment on écrit plus. On s'en rend pas compte, mais on écrit beaucoup, beaucoup. C'est des textes plus courts, hein, c'est moins formel, là, mais c'est quand même beaucoup d'échanges comme ça. Puis on s'habitue à utiliser le prédicteur de mots, le correcteur automatique, etc. Mais il reste que dans le contexte scolaire, les jeunes sont quand même évalués, puis tu l'as nommé aussi, ça a une grande valeur là, intellectuellement, là, sont évalués sur leur capacité à écrire un texte bien structuré, à bien orthographier les mots, savoir faire les accords, etc. Puis, ils vont l'écrire. Bon, il y a des environnements maintenant, on peut faire l'épreuve ministérielle sur numérique, mais tu n'as pas les outils de correction automatique. Il faut que tu apprennes à avoir tes stratégies de correction, comprendre les notions, puis les appliquer dans des textes réels que tu as toi-même produits. Donc, c'est comme ça que les jeunes sont évalués, puis c'est obligatoire pour avoir ton diplôme d'études secondaires d'avoir réussi ton épreuve de 5e secondaire, de français écrit, là, pour les la compétence à écrire. Sur cet examen-là, ou sur juste le résultat des comment il s'appelle cet examen-là? L'épreuve uniforme de français. L'article là-dessus, qu'est-ce que ça dit maintenant dans les derniers temps? On a des défis. On a des défis à ce niveau-là. On a des défis, c'est... Puis, tu sais, il y a eu la COVID, là. Excusez-moi là, de replonger là-dedans, mais ça a eu des impacts en éducation. On faisait la rétrospective de la carrière de François Legault tantôt. On a parlé de la COVID. Oui, ça nous a tous marqués. Un des impacts, c'est qu'on le constate aussi. Il y a eu une diminution. Les taux de réussite étaient plus élevés. Là, ça tournait, je pense que ça tournait autour de 78 %. Là, on est plus à 70, mettons. Donc, on a perdu beaucoup en termes de taux de réussite. Et je pense quand même important de le préciser, chez les garçons, c'est beaucoup pire. Bien pire que chez les filles, c'est 10 points là, d'écart. Donc, si on a 70 % de taux de réussite, c'est 60 chez les gars, puis 80 chez les filles. Donc, il y a quand même, il y a vraiment un enjeu là-dessus. Puis, je pense que, au-delà du fait qu'on réussisse ou pas un examen, puis qu'on fasse ou pas des fautes, c'est que souvent, ça cache d'autres choses. Puis, tu sais, la langue, dans le fond, les humains ont créé ça pour se donner un code commun pour
décrire le monde. T'sais, en gros, c'est à ça que ça sert. T'sais, ça sert à le comprendre puis à l'exprimer. Puis à le communiquer à d'autres. Là, exactement. Puis c'est cette compétence-là qu'on développe. Là, puis on est très focalisé comme si une matière, le français, c'était une matière, mais dans les faits, c'est une compétence qu'on développe. Là. C'est une compétence à s'exprimer puis à comprendre avec un code linguistique. Là, puis nous, c'est le français. C'est comme ça. Et donc, quand on fait des fautes, ça peut dénoter aussi d'autres choses qui sont plus graves, qui font qu'on est limité dans notre capacité à nuancer notre pensée, par exemple. Puis par exemple, le manque de vocabulaire. Donc, je sais pas, mais pourquoi canot, ça s'écrit avec OT à la fin, alors que souvent, les mots en O à la fin, ça s'écrit EAU? Bien, je ne sais peut-être pas là, étymologiquement, mais je sais que je peux dire canoter. C'est le verbe. Mais si je connais pas le verbe canoter, ben j'ai pas ce truc-là pour y penser. Fait que le fait que j'écrive pas canot correctement, ça veut peut-être juste dire que je sais pas que le verbe canoter existe. Mais c'est un exemple pour montrer que il se cache quelque chose derrière les fautes. Et le correcteur peut me donner l'impression que j'écris très, très bien parce qu'il n'y a pas de faute. Mais ça corrige pas les lacunes importantes qui sont derrière dans ma capacité à structurer puis à nuancer mon discours. Puis c'est ça l'enjeu majeur qu'on va rencontrer. Et je pense qu'aujourd'hui, plus que jamais, c'est comme évident qu'on a besoin d'être capable de nuancer et de nuancer notre compréhension des choses, de nuancer notre propos. Et souvent, on voit des discussions qui tournent au vinaigre rapidement parce qu'il y a un manque de nuance, tout simplement, mais ça prend une certaine maîtrise, la langue. On ne va pas tous devenir Proust puis Baudelaire, là, c'est pas ça l'idée, mais ça prend quand même un minimum de nuance, de capacité. Et c'est là-dessus qu'on veut travailler, là. Et qu'est-ce qui explique principalement ça, à part justement un chat GPT? Est-ce que c'est juste la vie à TikTok, le langage anglais qui commence à prendre la part prenante de toutes les conversations, chaque chose qu'on consomme? Est-ce que c'est parce que c'est de l'anglais, on lit plus vraiment? C'est quoi c'est toutes ces réponses-là, j'imagine? Ben moi, je pense que... il y a beaucoup de recherches sur ce genre de sujet-là, mais on ne voit pas nécessairement pour l'élève, puis on le comprend, un sens profond aux apprentissages qu'il va faire en français. Puis, les profs de français vont se reconnaître. Là, on se fait souvent dire « ça sert à quoi? On m'a compris. Pourquoi je me forcerais à apprendre tel accord? » On comprend ce que je veux dire. Puis, derrière ça, l'élève qui dit ça, « on m'a compris », il faut qu'il fasse attention. Il pense qu'on l'a compris. Mais il est sûr qu'on l'a vraiment compris. Peut-être qu'on ne l'a pas compris en réalité. Peut-être que ce qu'il voulait dire, c'est pas ça qu'il a dit. Parce que, justement, il n'y avait pas le mot juste. Donc, ça peut être multifactoriel. C'est sûr que le fait de sentir que ça nous sert, que c'est quelque chose qui est important dans ma vie de tous les jours, c'est important pour progresser dans un apprentissage, et ça manque peut-être aussi parce qu'on bute souvent dans l'enseignement un peu des mêmes choses, c'est-à-dire les règles d'accord, on parlait de l'orthographe, tout ça, puis c'est très technique, c'est un peu comme faire des gammes. Ouais. Mais tu fais des gammes pas pour être bon à faire des gammes, tu fais des gammes pour apprendre à jouer de la musique, puis à avoir un public. Mais c'est ça, communiquer, c'est ça le français en bout de ligne. Là. C'est d'être capable de communiquer clairement, puis d'avoir un auditoire qui t'écoute, qui trouve ça intéressant, qui est convaincu par tes arguments. Oui, c'est ça. Moi, ça, c'est quelque chose, je pense, qui peut parler aux jeunes aussi. T'sais, on a tous des gens qui nous ont influencés, on écoute des discours, puis on trouve ça emballant. Je sais pas, il y avait Mike Carney à Davos, puis ça fait beaucoup parler parce qu'il a su créer un impact. Bon, c'était pas en français, c'était en anglais. Juste au début, c'était en français. Mais tout ça pour dire que quand même, on a tous des grands orateurs en tête qui savent créer un impact quand ils parlent. Marc aurait peut-être besoin d'aller au français, par exemple. Pour chercher un petit peu plus de vocabulaire. Mais excuse-moi, je voulais pas t'interrompre. On aura 600 000 c'est ça. Mais c'est ça la difficulté je me remets au primaire, secondaire, puis il y a bien des matières aujourd'hui que je me dis j'aurais dû plus écouter, ou je vois l'importance aujourd'hui. Je vois l'importance aujourd'hui de maîtriser le français. Je vois l'importance de connaître l'histoire du Québec, mais des fois, quand tu l'apprends, l'histoire du Québec, tu te dis, l'histoire, c'est passé, ça sert à quoi, tu sais? Puis c'est toujours plus tard qu'on s'en rend compte, mais c'est ça, mais c'est difficile. C'est difficile à mettre en valeur, puis à le réaliser sur le moment. Mais comme vous dites, la maîtrise du français, après ça,
ta capacité, à t'exprimer avec les autres, à t'expliquer, à tisser des liens. Après ça, dans ta job future, tu vas probablement écrire des emails, tu utilises le français constamment. Puis le niveau que lequel tu maîtrises le français va avoir un impact sur sur toute ta vie, là, sur ta place dans le milieu du travail, sur ta place, sur justement, là, sur tes relations interpersonnelles, sur tout. Ton pouvoir d'influence, c'est à travers le discours qu'on peut influencer d'autres gens aussi quand on a des grandes idées puis on veut façonner le monde. Là, c'est à travers langage écrit, langage oral. C'est comme ça que les grands leaders ont fait leur chemin. C'est un outil incroyable, la maîtrise de la langue, dans le fond, là, vraiment. C'est le seul moyen de communiquer. C'est avec notre première langue, finalement. Puis on en a besoin. Dans le fond, ce que l'école fait, puis les élèves devraient le percevoir comme ça, c'est qu'on veut entendre votre voix. On veut que quand vous sortiez de l'école, que vous allez avoir 18 ans, vous deveniez des citoyens qui vont être capables d'exprimer leur voix parce qu'on en a besoin dans nos sociétés. C'est ça, la démocratie, en quelque part. C'est très profond, en fait. Fait que ce sens-là, il est important à concevoir, mais au jour le jour, quand ça fait 16 fois qu'on travaille la règle d'accord du participe passé, avec ça se peut qu'on perde un peu le sens de tout ça. C'est un peu l'idée aussi derrière Allô français. Parce qu'on veut amener des outils qui vont faire en sorte que les gammes, on va les gérer. On va y pratiquer là de la meilleure façon possible. Ça va être le plus amusant possible, dans la limite où faire des gammes, c'est amusant. Pour que, éventuellement, l'enseignement puis la vie à l'école, ça soit plus orienté sur ce qui est vraiment important. Exact. Exprime ta voix. Moi, je détestais le français jusqu'en 4e année du secondaire. Fait quand même tard, là. Puis, à un moment donné, on est dans la classe et on doit faire un résumé ou un travail sur un livre. Puis il y a une table avec plein de livres en avant. Puis là, c'est la prof qui avait choisi les livres. Sauf que là, elle pige au hasard qui peut aller choisir son livre en premier. Puis là, tout le monde choisissait le livre le plus petit ou le livre le plus... genre, des livres qu'ils connaissaient, là, par exemple. Avec des images. Ouais, avec des images à faire même. Puis là, moi, c'est une vraie histoire. Je suis pigé en dernier. Puis là, je m'en vais là. Puis là, c'est le Comte de Monte Cristo. Oh, mais énorme, là, énorme livre. Puis là, moi, dans ma tête, je me dis, c'est pas vrai que c'est le Comte de Monte Cristo. C'est pas vrai, c'est quoi ce livre-là? Tu sais, j'ai aucune idée, c'est quoi. Là, le film n'est pas encore fait. Là. Tu peux même pas aller voir un chat GPT de faire un résumé. Fait que là, finalement, je lis ça. Puis ça m'a jeté à terre. Puis c'était tellement bon. Puis j'ai pas décroché de toute ma lecture. Puis il y avait plein d'affaires que je comprenais pas parce que j'avais pas les clés de compréhension du langage. Fait que là, je m'informais, je faisais des recherches, je cherchais des mots dans le dictionnaire. Tu sais, avoir le dictionnaire à côté du livre que tu lis, ça m'était pas arrivé parce qu'avant, je lisais Amos d'Aragon, malade livre, mais c'est pas le Comte de Monte Cristo, là, tu sais. La richesse du vocabulaire. La richesse du vocabulaire était complètement... Puis comme de fait, de ce moment-là, je me suis rendu jusqu'à l'université en littérature parce que j'ai commencé à triper sa littérature. Puis là, je me mets à aujourd'hui, par exemple, puis même moi qui tripe sur la littérature, qui lisais, pendant que j'étais à l'université, je lisais des livres, 2 livres par semaine des fois, là, tu sais. Mais là, aujourd'hui, je lis plus parce que la vie va vite, parce que j'ai besoin de dopamine constante, parce que la société fonctionne comme on est. Donc là, je me dis, OK, mais si moi, maintenant, qui est un amoureux de la littérature, un amoureux de la lecture, je lis plus, puis j'ai plus le besoin de comme développer mon langage, les jeunes, comment ils vont trouver justement cette espèce de petite piqûre-là qui va vraiment les intéresser, tu sais. Fait que peut-être qu'on peut parler, c'est quoi qui est mis en place avec Allô français pour essayer justement de faire ça, tu sais, de rendre ça plus intéressant peut-être pour les jeunes. Est-ce que je parle un peu de... Bon, vas-y donc. Allô français, c'est une grande initiative. Ouais. Là, ça dépasse de beaucoup le produit qu'on va lancer, là, les parcours d'Allô français. Mais les parcours, si on peut parler de ce produit-là en particulier, c'est un produit qui est... c'est en fait
une séquence de vidéos et d'exercices qui va accompagner le jeune pas à pas dans son raisonnement. Donc, les questions qu'on s'est posées, les enseignants de français, les producteurs de contenu et moi, c'était qu'est-ce que l'élève a à faire en écriture? Au lieu de lui dire juste le participe passé, s'accorde, blabla, tu sais, bon. Qu'est-ce qu'il a à faire en écriture? C'est quoi c'est les étapes de son raisonnement? Donc, c'est comme ça qu'on a conçu les parcours vraiment en suivant les étapes du raisonnement. Par exemple... Selon les différents niveaux, j'imagine, des jeunes. Là. Oui, exactement. Donc là, ce qu'on va lancer à la fin mars, c'est des parcours pour les 2e et 3e cycles du primaire, donc de 3e à 6e année. Mais après, c'est sûr, c'est adapté au niveau scolaire. Donc, c'était ça, je pense que c'est ça le grand changement de paradigme avec les parcours, c'est vraiment d'accompagner l'élève dans son raisonnement étape par étape. Donc, à quoi ça ressemble, admettons? Ouais. Donc, admettons... concrètement, là. Bien, il y a beaucoup de difficultés, admettons, à faire la différence entre le « a » avec un accent puis le « a » sans accent. Il y en a un qui est une préposition, puis l'autre, c'est le verbe « avoir ». Ouais. Okay? Donc là, au lieu de... On va se le dire. Donc là, ben, on s'est mis dans la peau de l'élève. Qu'est-ce que lui, il doit savoir? Qu'est-ce qu'il doit faire? Ben, il arrive devant le mot, il se pose la question. T'sais? Puis là, on veut comme façonner son raisonnement. Donc là, on lui montre. La première étape, c'est j'identifie la classe du mot. Est-ce que c'est une préposition ou c'est un verbe? Donc, je peux faire un remplacement. Puis là, on les connaît, les remplacements. Là, vous les avez appris aussi. Là. C'était quoi votre remplacement pour... Pour A? Oui. Moi, je pense qu'il fallait que je dise « avait ». Ouais, c'est ça, mettre au passé. Tu mets au passé, Voilà. Mais on nous a beaucoup enseigné les trucs comme ça, mais on ne comprenait pas ce qu'il y avait derrière. Là, on essaie de vraiment faire comprendre le fonctionnement de la langue. C'est de la mécanique, hein? C'est comme la mécanique auto ou whatever. C'est des morceaux, c'est des blocs. Donc là, si tu as une préposition, tu ne peux pas faire le remplacement par « avait » parce que c'est pas le verbe « avoir ». Si ça fonctionne, ben c'est le verbe « avoir ». Donc là, ça, c'est notre première mission dans le parcours sur j'orthographie les mots AA. Bon, c'est de savoir c'est quoi la classe du mot. Donc, au lieu de juste dire la règle puis dire le truc à l'élève, c'est l'aider à se l'approprier en parlant au jeu, en lui montrant une vidéo qui lui explique comment faire puis en l'accompagnant après dans des exercices. Donc, ça va être ça. Est-ce que, puis là, je demande vraiment pour un ami, là, mais peux-tu m'expliquer le raisonnement du participe passé avec le verbe avoir? Oui. Mettons qu'on jase. Oui. Là. Ça, on n'en a pas encore parce que c'est plus au secondaire. Okay. Mais là, encore une fois, tu arrives devant ton mot. Faut que tu sois pour mon neveu, il est là-dedans. Pour beaucoup d'amis, je pense, beaucoup de neveux. Comment il s'appelle? On salue Nathan, Noah, Julia, Adèle, mes 4. Maëlle aussi, mais là, qui a 3 mois, fait qu'elle sait pas tout de suite. Nathan, Noah, Julia, Adèle. Maëlle, on les salue tous. OK, ben, bonjour tout le monde. Alors, pour le participe passé employé avec avoir. Alors là, on connaît tous le truc mordre-mordu. Hein? Il est quand même efficace parce que... Pourquoi? Je sais pas. Pourquoi on fait mordre-mordu quand on arrive devant un mot, là? Est-ce que ça nous permet de savoir? J'ai mordu. Vas-y, continue. Tu vois, mon cerveau est décédé progressivement. Bien, ça va vous revenir là, facilement. Parce que vu que c'est mordu... Vas-y. Tu sais, mettons, c'est pas... C'est-tu quand qu'on veut savoir si c'est « et » ou « er », ça? Exact. C'est ça. Exact. Puis là, si c'est mordu, c'est que c'est « et ». C'est parce que c'est pas un verbe à l'infinitif, c'est un fait. Voilà. Ouais. Bravo, bravo. C'est là, on réactive les connaissances. On réactive. Bravo, Dominique. Bravo, Dominique, tu l'as eu. Donc, c'est ça. Donc, la première étape, c'est quand on va créer ces parcours-là, c'est de s'assurer que le mot qui est devant nous, c'est un participe passé. Parce que déjà, si tu peux dire mordre, ça règle le cas. Fait que commence pas à faire ton raisonnement sur le participe passé. C'est un verbe à l'infinitif, c'est réglé. Ouais. Donc, si c'est bien un participe passé, puis ça se remplace par mordu ou bâti ou vendu, là, les autres trucs qu'on connaît, des remplacements, bien là, après ça, tu continues ton raisonnement. Est-ce qu'il est vraiment employé avec avoir? Tu regardes, OK, j'ai mangé ou je suis tombé? Tu sais, c'est j'ai, c'est avoir. Ouais. OK, parfait. Là, je continue la prochaine étape. Fait que c'est comme ça, c'est étape par étape. Là, pour terminer, bien là, tu vas chercher ton complément direct. Si c'est vraiment un participe passé, remplaçable par mordu, puis qu'il est employé avec avoir, là, tu cherches ton complément direct. Donc là, j'ai mangé quoi? Quelque chose. Hein? Donc là, tu cherches ton CD. Puis là, s'il est placé avant, tu regardes féminin, masculin, pluriel, singulier, puis là, tu mets les marques. S'il est placé après ou s'il n'y en a pas, tu le laisses invariable. Puis, c'est « j'ai mangé quoi ». C'est ça. J'ai mangé quelque chose, ça va t'aider à trouver ton complément direct. Ouais. Donc, si c'est la pomme que j'ai mangé la pomme, c'est placé avant. Et ça, dans le fond, tout ce raisonnement-là, ça me fait penser à comment envoyer les mathématiques
Ou est-ce que c'est pas le résultat, mais c'est le chemin pour s'y rendre qui permet de mieux comprendre un peu? C'est ça, la nouvelle manière d'enseigner la grammaire. C'est plus mathématique, c'est de la mécanique, c'est des remplacements, des déplacements, des effacements. C'est des tests mathématiques, c'est des opérations. C'est pour ça que je pense qu'on n'a pas tous aimé le français. Moi, j'aimais déjà le français au secondaire, là, mais je savais que c'était pas optimal comment on l'enseignait. J'avais cette intuition-là qu'on pouvait faire mieux. Puis après ça, la grammaire actuelle, la grammaire nouvelle est arrivée. Ça devient plus logique plutôt que juste comme des règles qu'on appelle. Oui, exactement. C'était ça, c'était comme un paquet de trucs qu'il fallait apprendre plus ou moins par cœur, faut que tu apprennes tes trucs. Avec des limites pour chaque truc aussi. Puis parce que chaque truc avait des exceptions. Exactement. Avec là, ton cerveau, c'était tout désorganisé. C'est plein de choses à mémoriser sans comprendre la logique. Ouais, tu par cœur, exactement. Oui. Exactement. Il y a beaucoup de parents qui nous disent ça chez Alloprof. Ils appellent et ils disent, mais là, pourquoi ça a changé? Dans mon temps, c'était simple. On a tel truc. Mais il faut comprendre qu'il y a une logique derrière ça, c'est d'amener l'élève à développer une compréhension de la structure de la langue, à comprendre vraiment, à la maîtriser. C'est ça l'idée, plutôt que d'appliquer des trucs un peu aléatoirement. On le disait, là, les sciences d'éducation, c'est quelque chose qui évolue. Bien, on en est rendu là. Puis dans 20 ans, ça sera peut-être autre chose, mais là, on en est là et c'est efficace. Ça marche mieux. Les élèves apprennent mieux la langue de cette façon-là. Alors, c'est pour ça qu'on applique des raisonnements qui peuvent paraître un peu compliqués. Ça peut avoir l'air lourd, là, ce que nous expliquait Rosiane, mais il faut comprendre qu'à un moment donné, ça devient des réflexes. C'est comme apprendre à conduire. Ouais, non, c'est vraiment pas. Non, mais c'est comme apprendre à conduire. Au début, il faut qu'on pense à tout, puis on a l'impression qu'on n'y arrivera jamais sur l'autoroute à 105 km. Mais c'est ça, il se développe des automatismes, puis après, on n'y pense même pas. Là, on l'applique inconsciemment presque. Ouais. Je vois beaucoup de monde sur Facebook aussi, là. Le CCD A ou SA, là, ça, c'est pas encore maîtrisé. Celui-là, il est tough parce qu'en plus, la plupart du monde que je vois écrire de même, c'est pas des jeunes. Là. Ouais, non. Tu sais, la plupart du monde qui skippe les CCD, ils sont plus vieux que moi. Ouais, c'est pas juste les jeunes qui ont de la misère. Non, exact, c'est ça. Quand je regarde Facebook, en tout cas. Ça aussi, on va avoir des parcours, peut-être pas sur ce cas-là, dans notre liste actuelle, mais il y a une logique derrière ça. Là, c'est pas juste mémoriser quand est-ce que tu mets une CDI ou pas. Là, c'est quand même un contexte dans lequel tu mets ta CDI, puis sinon, tu la mets pas. Et pourquoi il y a des gens qui mettent, au lieu d'écrire 3 petits points, mettent virgule? C'est pas vrai. Ça, c'est une expression artistique, c'est autre chose. C'est un choix poétique. Là. Donc, je comprends toujours pas. Au-delà de ces parcours-là, quelles sont d'autres initiatives là, dans Allo Français? Qu'est-ce qu'on regarde? Qu'est-ce que les gens qui nous écoutent peuvent utiliser comme ressources? Je pense qu'on peut tout de suite dire aussi, on parlait des enseignants là, qui répondent. Exact. Dans le cadre d'Allo Français, on a mis plus d'enseignants en poste. Puis, traditionnellement, pour demander de l'aide à un enseignant, c'était de 17h à 20h du lundi au jeudi. C'était ça, l'heure des devoirs. Oui, c'est ça, exactement. Le vendredi, c'est toujours un peu moins populaire. Sûrement. Et là, en fait, on a ouvert en français de 9h le matin jusqu'à 20h le soir. Ah ouais? C'est tout le temps accessible parce que, en fait, il y a toutes sortes de réalités, mais des fois, ça peut être à l'heure du dîner que les élèves peuvent en avoir besoin. Il y a aussi des élèves qui ne sont pas nécessairement dans le programme régulier, là, qui font l'école à la maison, par exemple, ou qui sont aux adultes, et puis là, ils ont des modules, tout ça. Donc, c'est ouvert à la journée longue maintenant et le dimanche après-midi aussi. Donc, déjà, il y a ça. On peut communiquer auprès de nos profs à peu près en tout temps pour demander de l'aide en français. Et on développe aussi des ressources de jeux, notamment, qui sont assez intéressantes. On disait qu'il faut pratiquer beaucoup pour maîtriser des choses comme l'orthographe ou les conjugaisons. On a un jeu, le Magimo, qui pratique l'orthographe des mots. Puis c'est dans un univers de magie, ça, c'est hyper ludique. Là. C'est super intéressant pour les jeunes. Populaire. C'est extrêmement populaire. Et d'ailleurs, ça s'adresse à quelle tranche d'âge, mettons? C'est, en fait, au primaire, pratiquement tous les enfants au Québec ont des listes de mots, de vocabulaire à apprendre pour enrichir leur vocabulaire, mais aussi apprendre l'orthographe. Et ça, c'est évolutif, excusez-moi, jusqu'en 6e année. Donc, tout le primaire. Magimo est vraiment intéressant pour tout le primaire. Donc, on rentre ces listes où il y a des codes. Les enseignants peuvent tout simplement donner un code, on inscrit le code, puis là, la liste se génère, puis on peut pratiquer ces mots. Puis ce qui est intéressant, c'est que si on bloque sur un mot, on fait des fautes, c'est un algorithme. Donc, il va nous le reproposer, évidemment, plus souvent à pratiquer que les mots qu'on réussit. Tout ça s'ajuste automatiquement, puis il y a des récompenses quand on progresse dans nos listes. Ça m'apparaît comme la meilleure façon d'intéresser les gens. Là, c'est intéressant, puis c'est ça, on parlait de la recherche. On a fait une recherche, justement, sur ce jeu-là avec des chercheuses de l'UQAM, puis ce qui en est ressorti, c'est que c'est plus efficace que le papier-crayon.
En fait, les jeunes apprennent mieux les mots avec Magimo que s'ils se pratiquent avec le papier-crayon. Et donc, ça montre aussi un intérêt parce que des fois, on se dit, mais ils sont tout le temps devant les écrans, qu'est-ce que ça donne en bout de ligne? Puis on a raison de se poser des questions. Il faut que ça donne de quoi, sinon on est aussi bien de faire d'autres choses que d'être devant un écran. Mais ça, c'est un bon exemple parce que c'est très ludique, parce que ça individualise le travail en fonction des fautes que moi je fais, pas l'ensemble du groupe. Ça donne plus de résultats sur l'apprentissage qu'une autre méthode plus traditionnelle, mettons. On ne veut pas dire qu'il faut juste travailler sur l'écran, par exemple. Là. C'est vraiment important de voir que c'est comme un éventail de ressources que les enseignants puis les parents peuvent proposer aux élèves parce que, dans le fond, l'enseignant, il demeure central. T'sais, on ne va pas remplacer l'école, on ne va pas remplacer les enseignants. C'est sûr que le prof, c'est lui qui décide des savoirs qui sont à maîtriser par les élèves à ce moment-là de l'année en fonction du programme, etc. Puis il choisit les activités, mais ça ajoute une corde à son arc. T'sais. Puis quand les élèves sont tannés de travailler dans une telle modalité, mettons papier-crayon, là, on peut aller sur Magimo, on peut aller faire de la conjugaison verbivore. Donc, c'est comme d'ajouter des possibilités aux élèves. Puis il y a quelque chose de ludique, c'est vrai, quelque chose de dynamique à travailler dans des jeux web. Là. Puis ça prend ça parce que, tu sais, on compétitionne aussi contre, justement, les jeux sur la tablette, contre YouTube. Tu sais, c'est l'attention des jeunes, de tout le monde, est de plus en plus sollicitée avec des applications de plus en plus addictives. Fait que j'ai l'impression qu'il faut un peu combattre le feu par le feu puis essayer de designer une plateforme qui est le fun, qui va créer un petit peu ce système-là de récompense puis de dopamine, dans lequel tu vas apprendre quelque chose puis que tu vas t'apporter quelque chose. Je reviens à la maison, mon fils qui a 11 ans, il a eu sa journée dans le corps, là, tu sais. Puis il faut qu'il pratique sa conjugaison. Puis je vois qu'il travaille ça à l'école en ce moment. Je dis, va sur Verbivore puis fais de la conjugaison, tu sais. Puis là, je l'entends pendant que je prépare le souper puis il est comme, yes! Il y a ses points, tu sais, ça fonctionne. Puis, tu sais, c'est un moment où moi, je suis déjà occupée, là, j'en ai plein les bras, puis je coupe les légumes, puis tout. Puis, lui, ça lui permet de continuer ses apprentissages, puis de s'exercer, puis dans une autre modalité. Tu sais, je donnerais un recueil de conjugaison, puis des verbes à écrire. Je pense pas que ça serait aussi plaisant pour lui en fin de journée. Il faudrait que tu restes à côté. C'est ça. Tu restes à côté, là, il est prise autonome. en charge, c'est ça, exactement. Puis c'est là où tu sais, ça peut être intéressant, puis déculpabilisant aussi, là, parce que, tu sais, comme parent, moi aussi, là, les miens, c'est sûr, ils veulent être devant les écrans. Là, ils le demandent beaucoup, puis on le restreint. Mais il y a des fois, il y a des usages où ça s'y prête bien. Tu sais qu'ils apprennent en même temps. Puis ils s'amusent, ils sont contents. Puis surtout au primaire, ils sont pas si exigeants là, au niveau des jeux vidéo. Ils ne demandent pas des trucs super sophistiqués. Donc ça convient tout à fait. Là, pour eux, c'est aussi bon qu'un autre. Jeux sur la conjugaison, l'orthographe des mots, etc. Là, on en a un aussi sur la lecture. Ça, c'est assez intéressant. Cool. Ça s'appelle Grimoire, en fait. Et c'est des histoires, c'est un super beau projet. On a créé un jeu avec des histoires que des auteurs québécois nous ont offertes. La littérature jeunesse, en fait, intégrée dans le jeu. Exactement. Donc, c'est créé pour ça. Ou des fois, c'est des extraits de choses qui existaient déjà. Mais donc, ça nous a été donné pour pouvoir les exploiter à l'intérieur du jeu. Et on crée des questions de compréhension de lecture. Parce que l'idée, c'est pas juste de lire, mais de s'assurer qu'on a bien compris ce qu'on a lu. Donc, c'est ça. C'est un jeu qui est basé là-dessus, puis qui amène beaucoup de ludicité, je dirais, dans le fait de lire. Parce que, tu le nommais, là, c'est pas évident. Là. Nous-mêmes, on trouve pas le temps, puis on adore lire. Comment on peut convaincre des jeunes, mais ça peut être un moyen aussi, à travers des outils numériques. Oui, ça peut être des vidéos de 3 secondes qu'on scrolle sans arrêt, mais ça peut aussi être ça. Je m'assois, je lis, j'ai des questions, je fais évoluer. C'est un peu à la Pokémon. Là, tu fais évoluer ton personnage, exactement. C'est ça. Puis donc, moi, c'est avec ça qu'on m'aurait eu. Là, moi, j'étais un grand joueur dans la vie. Là, puis même en ce moment, je joue à Zwift. Là, je sais pas si vous connaissez Zwift, les vélos. Tu connectes ton vélo sur l'application Zwift. Puis là, tu fais des entraînements, mais tes entraînements te donnent des gouttes d'eau avec lesquelles tu peux acheter des nouveaux vélos. Puis là, c'est comme tu prends des niveaux, puis là, tu as juste envie d'augmenter ton niveau. Puis ça fait que tu augmentes ton niveau de jambes. Tu augmentes ton niveau de cycliste. Mais moi, on m'aurait eu avec ça. Là, avec un affaire comme ça que je peux gagner des points. Puis comme... C'est la motivation. C'est ça, exact. C'est ça. Puis c'est normal. Les technologies, les nouvelles technologies, comment ça évolue, tout ça, on a toujours une crainte au départ.
tard. Comme on a craint la calculatrice quand ça a été inventé, comme on a craint, je ne sais pas si vous saviez, on a craint l'écriture quand ça a été inventé. On disait, on va perdre la tradition orale, les gens ils vont perdre la mémoire parce que tout est écrit. Puis on a cette résistance-là face au changement, puis pour des bonnes raisons. C'est normal. Il faut s'assurer que le changement, il va dans le bon sens. Mais il y a du bon aussi avec ça. Puis c'est vraiment ça le parti qu'on prend chez Alloprof. C'est OK, on regarde froidement la technologie. Qu'est-ce qu'on est capable de faire avec ça qui va faciliter l'apprentissage, qui va aider ceux qui aident les jeunes, comme les enseignants ou les parents. Puis c'est comme ça qu'on arrive à tourner ça positivement, finalement. Exact. Pas pour rien que les jeux vidéo, s'ils sont designés comme ça, c'est parce qu'on sait que ça fonctionne, puis que ça crée une envie d'y retourner, puis d'avancer là-dedans. Fait que, en designant du contenu pédagogique, de même, c'est juste la solution. Je pense qu'on va tout être d'accord qu'on apprend mieux en jouant, en général. Le jeu, puis on le voit, chez les humains, comme chez plein d'autres animaux, on apprend à travers le jeu. Les tout-petits, les chats, ils s'amusent, puis les enfants aussi, là, ils passent leur temps à jouer, puis ils perdent pas leur temps. Là. Ils sont en train d'apprendre pendant qu'ils jouent. Est-ce que l'apprentissage plus scolaire peut aussi s'inspirer de ça et quitter un peu le mode juste « je suis assis, j'écoute, puis je prends des notes ». C'est pas comme ça qu'un enfant se développe. C'est normal que ça ne marche pas pour tous les enfants. Donc, on peut amener du jeu aussi à travers ça, avec la mise en garde que tout ne peut pas être que jeu non plus. C'est sûr qu'à un moment donné, il y a des efforts un peu plus conceptuel qu'il faut faire, mais quand on est capable d'amener le jeu, on se donne des chances que ça reste puis que ça soit une motivation un petit peu plus de qualité là, chez le jeune. Les jeux, puis aussi créer aussi un sentiment de communauté. Peut-être qu'on peut parler de la grande révision, une autre initiative d'Allo Français. Donc, on sait qu'il y a comme un gros stress des élèves du secondaire à être prêts pour les fameux examens. On en parlait tantôt, tu peux pas avoir ton diplôme d'études secondaires si tu n'as pas réussi ton épreuve de français. Le nom le dit, l'épreuve, là, c'est très... c'est très déterminant. Très stressant aussi, cette journée-là. Donc, en deuxième secondaire, c'est en fin de cycle. En deuxième secondaire puis en cinquième secondaire, tu dois passer cet examen-là qui est corrigé par des correcteurs du ministère de l'Éducation. Donc, c'est pas ton enseignant. Pas ton prof qui passe sa palette. Là, exactement. Parce quelqu'un qui te connaît pas, qui n'a pas d'intérêt. Tu peux lui donner une palette de chocolat puis une pomme. Il n'a pas mangé des pommes toute la session, lui. Les fameuses pommes. Donc, pour aider ces élèves-là, on a organisé l'année dernière, dans le cadre d'Allo Français, la grande révision. C'était comme un grand rendez-vous. Deux grands rendez-vous. Happening, disons. C'était big avec Dom Babin, peut-être que vous le connaissez. Donc, avec Dom, j'ai animé il y a eu 2 lives, en fait, sur TikTok puis Instagram qui ont duré 1 heure. On répondait aux questions des élèves sur leur préparation aux examens. On leur donnait des conseils pour bien se préparer. On leur donnait toute l'information dont ils avaient besoin. Puis aussi, il y avait 6 capsules qui avaient été préparées. Comment te préparer? C'est quoi tes stratégies? C'est ça là, niaiseux, mais tu sais, dors la veille, prépare-toi des collations, tu sais, va faire du sport avant. Tu sais, des conseils. Je pense que c'est un grand sportif. Tu le sais, ça aide vraiment la concentration. Moi, ça n'a pas rapport avec le sport, mais je me rappelle, j'avais la technique, quand je faisais une dissertation écrite, je m'amenais, tu sais, les jus Oasis, les jus dans une petite boîte, là, c'est des packs de 3. Puis là, je m'amenais un pack de 3. Puis là, j'écrivais mon brouillon, je prenais un jus, je corrigeais mon brouillon, je prenais un autre jus, j'écrivais mon propre, je buvais mon dernier jus, puis là, je corrigeais mon propre pour voir, je relisais une dernière fois mon affaire. Wow. C'était ma stratégie pour comme diviser en 3 dans ma tête, puis d'avoir aussi un petit bonbon, parce que je me prenais tout le temps des jus fruits de la passion, là, c'est encore aujourd'hui mon jus préféré à ce niveau-là. Un grand passionné. Puis un moment donné, j'avais demandé, c'était pas aux fruits de la passion, j'avais demandé des jus d'ananas Oasis à ma fête. C'était mon cadeau de fête que je voulais. En tout cas, en paquet de 3 comme ça, là, pour tes examens? Non, là, c'était vraiment des 1 litre. C'était tu l'as la litre complet pour ta fête. J'en avais eu pour l'année au complet. Ta caisse de Mais finalement, ça faisait juste des checkmarks dans ma tête, puis à chaque fois, je pouvais aller boire mon jus. Ça vient morceler ton... c'est ça, non, mais c'est très important, puis ça, on en parlait aussi à la grande... Non, mais c'est parce que... Ce que je dis est très important. Mais moi, je trouve ça super. Je vais garder ton truc, honnêtement, parce qu'en fait, c'est que tu viens morceler ton... Tu sais, on te donne 3 heures, 3h15 pour faire ton examen,
ça a l'air long, mais il faut l'organiser, ce temps-là. Là. Puis, tu sais, il faut le penser un petit peu, sa distribution du temps, il faut la réfléchir un peu. Avec ton jus, puis peut-être tu te donnes une heure. Exactement. Maintenant, tu cours des marathons, c'est à peu près 3 heures. Il faut que tu prennes des glucides. C'est à peu près. Moi, maintenant, je le vois de la même façon. Je le vois de la même façon. À chaque 5 km, je prends un gel. Fait que là, dans ta tête, tu divises ton marathon en 5 km, fait que ça paraît moins grand. Exactement. Très bien joué. Ben, tu dis les trucs basiques, mais tu sais, moi, j'étais plus de l'école la veille, genre, pas capoter avec l'examen du lendemain, avoir une bonne nuit de sommeil. Mais moi, tu sais, je me souviens au secondaire, t'avais ceux qui étudiaient toute la nuit, qui étaient stressés. Mais ça, on leur disait, prends-toi plus tôt, parce que là, si t'attends à la dernière minute, c'est sûr que, bon, par exemple, t'es pas disposé, t'as un grand stress, puis ben, t'as pas eu le temps de tout, tu sais, laisser l'information s'intégrer, là. Fait que t'es juste en surcharge cognitive, là. T'arrives à ton examen, puis t'as la surcharge émotionnelle, t'as la surcharge cognitive. Puis il y en avait aussi jusqu'au début de l'examen qui se posaient des questions en arrière de la classe, puis là, tout est là. Mettons, il y a une question qui se garoche, puis là, tu sais pas la réponse. Puis là, tu dis, non, je sais pas les réponses qui se donnent en arrière. Puis là, tu te mets à stresser encore plus. Ouais, ça, c'est des classiques. Mais tu sais, je pense que ce qui ressort de ça, dans le fond, puis tu sais, c'est quelque chose qu'on regarde beaucoup aussi. Les élèves qui performent, ceux qui performent moins, tu sais, c'est pas une question d'intelligence. C'est pas une question de capacité intellectuelle. Tu sais, c'est souvent lié à je dirais la performance d'études, la capacité à s'organiser, c'est souvent ça. Puis c'est vrai que c'est bon, ton truc de jus, parce que, tu sais, il faut que tu te corriges toi-même, c'est tough, là, tu te corriges, c'est toi qui as écrit le texte, il faut que tu repasses par-dessus, mais là, tu te donnes un petit temps de recul. Exact. Tu t'en donnes un petit peu d'énergie. Ça permettait de de pas partir dans ma tête sur une affaire X ou Y, parce que entre les jus, je faisais rien d'autre que ce que j'étais en train de faire. Fait que, mettons, là, quand je corrigeais mon brouillon, je commençais pas à réfléchir à autre chose, parce que mon moment pour réfléchir à autre chose, c'est quand je prenais mon jus, je me reculais de même dans ma chaise, puis là, je regardais un peu le monde autour de moi, qu'est-ce qu'il faisait, je relaxais un peu, puis là, quand je replongeais dans mon truc, ben, je faisais juste ça, tu sais, fait que ça, en tout cas... Ben, ça a l'air d'être des trucs, gratuit pour les gens. Non, mais ça te détendait, c'est bon. Ouais. On parlait du marathon, mais si tu es stressé, c'est sûr que tu te rendras pas à la fin. Tu vas avoir les jambes en feu, puis il faut être détendu. Fait que c'est se trouver cette espèce de détente-là. Puis justement, étudier la veille, c'est pas nécessairement la meilleure stratégie pour être détendu le jour d'examen. Fait que c'est le genre de choses dont on discute dans les grandes révisions. Ben oui, c'est vrai, ça. Qui auront lieu cette année aussi. Oui. Absolument. Et juste 20 000 élèves ont regardé ça live. Là. Qui étaient en live? 20 000. Wow. Là, c'est juste secondaire 2, secondaire 5. Ça, c'est des lives d'Arnaud Soli, quasiment. C'est des grosses perfos. Là, pour parler d'un examen scolaire. Là, c'est fou. Mais moi ce qui me touche là-dedans, c'est au-delà du fait qu'on fait de la bonne promo, et tout ça, on choisit les bons médias, mais les jeunes, ils veulent réussir. Là. Ils ne sont pas obligés là, de regarder une grande révision. Puis, des fois, on se dit, ils ont du mal à écrire, ils ne sont pas concentrés. Il y a beaucoup de reproches envers les jeunes. Ouais. Mais l'écho qu'on a chez Alloprof, là, c'est pas ça. Là. Ils veulent réussir. Ils ont ça à cœur. Là, ils sont 600 000 à venir spontanément. Ils sont pas obligés. Puis 20 000 pour les grandes révisions, à se donner rendez-vous live. Là. Je parle même pas là, de ceux qui sont venus après. Là. Ça, c'est le sur live. YouTube aussi. Oui, c'est ça. Fait il y a quand même un message qui est peut-être encourageant là, pour les gens qui sont pessimistes envers la jeunesse. Non, ils veulent, là, nos jeunes. Ils veulent vraiment. Puis, c'est pas si facile que ça là, de vouloir dans le contexte... où il y a tellement de médias, tellement d'informations, tellement d'angoisse climatique et autres. Mais ils sont encore là, puis je pense qu'il faut répondre présent. Oui, exact. Puis d'ailleurs, là, on s'entend que les gens qui écoutent le Sans Fil podcast, maintenant que ça fait 8 ans que ça existe, c'est plus les jeunes. Ça va être les parents. Fait qu'est-ce qu'un parent peut faire pour justement essayer de, entrer son jeune dans... le système, dans l'écosystème Alloprof puis Allo Français. Oui, c'est ça. Parce que les jeunes, ils nous écoutent pas. Là. C'est pas les enfants primaires qui nous écoutent en ce moment. Là. Probablement pas. Il pourrait y avoir des surprises. Des jeunes enseignants. Mais, exact, c'est ça. Des enseignants aussi. Ouais. Mais aussi, puis les parents, on a touché à ça rapidement tantôt, mais on a tout un volet aussi de contenu pour les parents. Parce que, on va appeler ça quasiment les premiers répondants. Il y a une relation qui se fait entre l'enseignant et l'élève. L'enseignant, il enseigne, il fixe les attentes. L'élève, il est supposé répondre à ça, mais le parent, il fait partie du triangle, d'une manière ou d'une autre.
autres. Donc, on a tout développé un volet de contenu sur le site Alloprof. Ça s'appelle Alloprof Parents. Puis là, il y a des trucs d'études, justement. Il y a toutes sortes de conseils qui sont donnés. On a aussi, on parlait du service avec les enseignants, que les élèves, bon, ils peuvent appeler, ils peuvent texter, tout ça, mais c'est vrai aussi pour les parents. Ils peuvent communiquer avec nos enseignants. Puis on a aussi des orthopédagogues pour répondre. Parce que, tu sais, quand ton enfant a des difficultés d'apprentissage ou même un trouble, ben c'est sûr que c'est à un autre niveau. Là, c'est très impliquant pour le parent. C'est quand même exigeant, beaucoup de stress. Mais encore là, il peut communiquer avec des professionnels chez Alloprof pour se faire aider là-dedans. Puis il y a toutes sortes de trucs qui peuvent être donnés à travers ça. Et puis, ben, les outils dont on parlait, là, les jeux, tout ça... ça a l'air de rien, là, mais ça peut vraiment alléger la routine des devoirs puis aider à passer une bonne soirée quand on a les bons outils pour travailler. Tu parlais de la déculpabilisation des parents aussi. Il y a quelque chose là-dedans, là, de sentir que parce que tu n'es pas assis à côté de ton jeune à faire ses devoirs, tu n'es pas en train de faire de quoi de mal, tu sais. Bien, c'est ça, puis de sentir aussi que tu n'as pas besoin de comprendre la matière. Tu sais, c'est parce que ça devient tough à un moment donné. Là, ils l'ont fait leur primaire, ils l'ont fait leur secondaire. Le primaire, ça va. Le secondaire, là, moi... Ben, ça devient difficile. Au maths 436, je suis pas sûr que je serais capable en ce moment. Non, mais même parler de bouclier canadien. Pas ça dans moi. Mais même le primaire, parce que tu sais, la façon d'enseigner les choses change. Fait que là, le parent, lui, est toujours là. Mais voyons, il me semble que c'est pas comme ça que je l'ai appris. Puis là, il a tendance à dire non, mais attends, je vais te montrer comment moi je l'ai appris. Mais là, l'enfant, il est tout mêlé parce qu'il l'a pas vu comme ça en classe. Alloprof. Tu sais, ça simplifie tellement de choses. Alloprof, c'est expliqué comme c'est enseigné en classe. On peut aider le parent à faire le pont entre les deux ou prendre le relais carrément, tu sais, puis parler directement avec l'enfant. Puis c'est ça, tu sais, c'est vraiment l'idée de se décharger le plus possible parce que comme parent, on se met tellement de pression. Puis, ben, c'est pas de notre faute, là. C'est notre nature. Puis en plus, ben, il y en a, là. Tu sais, on travaille fort, on n'a pas beaucoup de temps. Puis on veut que nos enfants réussissent. Évidemment, on va être présent pour eux autres. Fait que je pense que c'est l'outil. En fait, en général, les enfants, ils nous aiment vraiment beaucoup. Les parents, ils nous adorent. Exact. Ça va jusque-là. Et on les aide à se sentir compétents comme parents. Tu sais, t'apprends pas ça, là, être parent à l'école. Là, fait que, tu sais, les coups de main, là, tu les apprécies vraiment. C'est ça. Puis, tu sais, l'école, c'est quand même un milieu fermé. Tu sais, tu veux regarder l'agenda de ton enfant puis son cahier, mais tu sais, ça reste que, je veux dire, le prof est tellement occupé qu'il va pas écrire à chaque parent puis il va pas présenter des notions parents. Tu sais, ça reste assez fermé. Donc, tu sais, d'avoir cet espace-là qui est, comme on dit, entre guillemets, un safe space, là, tu sais, tu vas là, t'es pas gêné de poser tes questions. Je veux dire, tu tapes les mots-clés que tu veux retrouver. T'as plein d'outils qui sont explicatifs, qui sont éclairants pour toi. Tu sais, c'est rassurant. C'est rassurant pour les parents. Vraiment. Puis j'imagine aussi pour des élèves avec des situations familiales plus difficiles ou des élèves qui ont peut-être moins cette aide-là qu'ils pourraient avoir à la maison. Alloprof vient vraiment combler ce manque-là. Là. Oui, totalement. Puis c'est beaucoup des témoignages qu'on reçoit aussi... d'élèves, tu sais, qui, après coup, là, mettons, ils sont rendus au cégep, des fois même plus vieux, puis ils disent si vous n'aviez pas été là, je sais pas comment je m'en serais sorti, tu sais, parce que c'est ça, tu sais, ils pouvaient compter sur quelque chose qui restait, qui était constant. Puis c'est super important là, pour les jeunes, tu sais, ils s'en cherchent là, des repères constants, eux-mêmes sont en transformation, tout ça, puis ils vont le retrouver, tu sais, chez Alloprof. C'est sûr que nous, ça nous touche beaucoup quand on a ce genre de témoignage-là, parce que, bon, tu sais, on est là pour te débloquer. Des fois, ça dure 10 minutes, 15 minutes, c'est réglé, puis on le sait pas. C'est pas une relation comme un enseignant en classe, là, sur le long terme. Mais d'avoir ces témoignages-là, après coup, d'enfants qui nous disent, des adultes qui nous disent, quand j'étais jeune, tu sais, c'était quasiment tous les soirs là, que je vous appelais. Mais est-ce qu'il se crée justement des fois des genres de relations un peu plus sur le long terme avec un genre avec un des profs de français d'Alloprof que je parle souvent au téléphone, puis j'imagine que ça doit finir par se créer, ça. Ah, ben oui, totalement. Puis, tu sais, ça va vous dire quelque chose, mais des fois, tu te dis, tu sais, les ondes passent avec un prof. Ouais. Ça, on voit ça beaucoup en français, en sciences, en maths. Tu sais, ça marche pas avec un prof, puis c'est pas parce qu'il est pas bon, là, tu sais. Puis avec un autre, ça marche super bien. Je comprends, là. C'est ça, exact. Il me l'explique de la façon que je comprends, moi. Puis je sais pas, il n'y a pas d'explication rationnelle, mais c'est comme ça, tu sais. Fait que ça, oui. En fait, on a cette possibilité-là de garder la communication. De choisir. Exactement. L'élève peut garder le même prof s'il veut, s'il est là, parce que nos profs sont pas là tous les jours nécessairement, là, mais oui, il peut recommuniquer avec lui, puis effectivement que ça peut aider à débloquer un jeune. Souvent, ce qui est, je pense, le plus dommageable, c'est un jeune qui finit par se dire « Oh, je suis pas bon en maths » ou « Oh, je suis pas bon en français ».
Non, il se c'est pas vrai, désengage, c'est pas puis il est pour dans moi. la classe, puis il arrête de poser des questions parce qu'il est gêné, parce qu'il s'est fait regarder Ouais. peut-être d'une manière où on a ri de lui à un moment donné quand il a posé une question. Fait qu'il commence à se retirer puis à se désengager de son apprentissage. Puis là, il y a comme une spirale de « je me sens incompétent, je suis pas bon, Ouais. j'ai des mauvaises notes. Tu sais, là, on cherche ailleurs. Puis là, c'est là qu'Alloprof peut vraiment oui. jouer un rôle Ben, important de... Comme PH disait, en secondaire 4, il a découvert la littérature. Tu aurais pu te dire, OK, c'est pas pour moi, mais je vais aller dans complètement autre chose. Là. Ça a pas loin de été dire un ça, déclencheur, puis c'est souvent ça. Puis c'est vrai, tellement vrai en maths puis en sciences aussi. Des jeunes qui, sur le tard, finissent par se dire, OK, c'était pas plus dur que ça, finalement. Je sais pas pourquoi je me faisais des montagnes, mais tu as besoin de ce déclencheur-là. Ouais. Ça peut être un livre, ça peut être un prof, ça peut être... Tout à fait. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre sur l'initiative Allô Français qu'on n'a pas discuté, que vous aimeriez qu'on parle? Je vous lance une question ouverte, là, juste pour être sûr qu'on a bien couvert. Parce qu'on a tellement de choses dans nos cartons, on peut pas tout révéler. Ouais. Donc, il y a des choses qu'on fait avancer. OK, là, il y a des surprises. Ben oui, là, c'est pas terminé, là, tu sais. C'est une V1 qu'on va lancer au printemps. Ouais. Ça va continuer à évoluer. Ouais. Avec l'apport des technologies, on va pouvoir aller de plus en plus loin. Dans cette idée-là, l'expérience, je vous invite tout le monde là, à l'utiliser dès le printemps, là, mais vous allez voir une expérience qui va devenir de plus en plus personnalisée, qui va devenir de plus en plus adaptée. Puis c'est ça qui va amener le succès finalement de cette initiative-là, c'est que chacun va se reconnaître finalement dans ça. Moi, je suis vraiment impressionné par la portée que vous avez puis l'impact que vous avez. Honnêtement, je savais pas à quel point il y avait tant d'élèves qui avaient recours à ça. Puis c'est fou comment vous avez réussi à vous implanter puis à vous faire connaître des élèves puis que les élèves aient envie d'aller utiliser la plateforme. Cette aide-là, c'est incroyable. Oui, c'est impressionnant. Puis, moi, j'ai une donnée que je trouve vraiment hallucinante. C'est, chaque année, on fait faire des sondages par des firmes là, pour saisir un peu comment on est perçu puis comment ça va. Et ils ne savent pas, là, c'est une firme qui est complètement indépendante d'Alloprof, donc ils ne savent pas que c'est nous. Puis on demande, quand tu as des problèmes scolaires, vers quoi tu te tournes. Puis on est devant Google. Ah ouais? Puis je suis pas sûr qu'il y a beaucoup d'endroits dans le monde où il existe une solution locale. Je suis pas sûr qu'il y a beaucoup d'endroits dans le monde où est-ce qu'il y a quelque chose qui sort avant Google, peu importe dans quel domaine. Puis c'est à chaque année... Puis largement, là, dans les réponses, puis on se dit, OK, on a peut-être réussi quelque chose au Québec qui est vraiment propre à nous. Là, je pense pas qu'il y a d'équivalent, je sais pas, là, mais ça démontre... c'est ça, je pense qu'on s'est donné quelque chose qui nous ressemble aussi, puis qui nous donne beaucoup de potentiel pour aller plus loin. Puis Allô Français en est un bon exemple. Il y avait Alloprof, puis là, on s'est dit, on est peut-être capable d'aller encore plus loin. Ils vont pas juste venir chercher des choses à la pièce, on va leur créer des séquences complètes. On va leur faire les gammes, littéralement. Ouais. Puis ça va décharger les enseignants, ça va décharger les parents. Ils vont pouvoir se concentrer sur ce qui est vraiment important. Une fois que j'ai appris mes gammes, là, je vais vraiment apprendre. Tu peux jouer à l'oreille. Exactement. Ça, là, je vais appliquer ça à ce que je lis, je vais appliquer ça à ce que j'écris, à ce que je dis, à ce que j'entends. Sortir un peu aussi de la vision, parce que, tu sais, je suis sûre que vous avez cette impression-là aussi que le français, c'est genre pas faire de faute. T'sais, être bon en français, c'est pas faire de faute, tu sais. Mais là, avec Allô Français, avec les parcours, on voulait sortir de ça, tu sais. Parce que oui, c'est bien de savoir faire tes accords, on a parlé des participes passés, puis des homophones AA. Mais c'est beaucoup plus que ça. T'sais, on a parlé tantôt aussi de savoir s'exprimer, avoir de l'impact, de l'influence à travers son discours, tout. Donc, on voulait couvrir plus large, tu sais, contrairement à d'autres offres numériques qui sont vraiment focalisées sur, admettons, le côté grammatical ou lexical, plus l'orthographe d'usage, la mémorisation des mots. Là, on voulait vraiment couvrir toutes les dimensions. Donc, même aller vers la cohérence, comment structurer son texte. Donc, on va avoir des parcours sur tous les critères d'évaluation de la grille du ministère de l'Éducation. Donc, la grille à touche, oui, l'orthographe. Est-ce que tes mots sont bien écrits? Est-ce que tes phrases sont bien construites? Tu as mis tes virgules, tu n'as pas mis 3 virgules une après l'autre, OK? Mais ton vocabulaire, tu sais, la richesse du vocabulaire, tu parlais du conte de Monte Cristo, tu sais, enrichir ton vocabulaire, trouver des synonymes, etc. Bon, tu sais, aller chercher la cohérence de ton texte, reprendre par les bons pronoms. Donc, tu sais, aller chercher un petit peu plus de matière, là, un petit peu plus aller au-delà de la vision réductrice de être bon en français, c'est pas faire de faute. Je pense que ça... T'sais, avec les outils qu'on a aussi aujourd'hui, à un moment donné, on dirait que ça perd son sens. Il faut donner de la profondeur à la maîtrise de la compétence à écrire. Ça, puis c'est ces compétences-là qui, comme on a parlé plus tôt, qui sont tellement utiles dans la vie à développer. Là, mais oui, c'est ça. Je sais pas où
sais pas qui disait ça. Aujourd'hui, hier, j'ai lu ça. Mais tu sais que... On te suit. Non, mais... Tu sais que dans le fond, pratiquer son français aussi, c'est travailler son cerveau. Là, l'école aussi, c'est ça. Là, puis à la réponse, on parlait de ChatGPT plus tôt, puis je pourrais comprendre un élève qui dit, pourquoi j'apprendrais à bien écrire quand maintenant ChatGPT existe, puis il va toujours exister, puis je vais toujours pouvoir y faire corriger mes fautes pour le restant de mes jours. T'sais. Mais si on délègue toutes nos capacités intellectuelles à ChatGPT, puis que, c'est que notre cerveau travaille plus. C'est pensée et langage. Ça va ensemble. Comme ta pensée se réduit à un moment donné à force de ne pas utiliser ton langage puis faire écrire des IA pour toi. Là, je veux dire, exact. Je pense que... vas-y, faire corriger son devoir par ChatGPT, c'est comme... aller au gym, mais faire lever les haltères par quelqu'un d'autre. C'est comme ça sert à rien. Là, on est là, finalement, parce que le but, c'est d'apprendre, puis le but, c'est de faire travailler son intellect, puis développer. Bref. Ben, ça aussi, on a des outils là-dessus. Sur quel usage faire de l'IA, puis c'est quoi l'apport de l'IA. À un moment donné, c'est des super beaux outils. On se sert tous de Gemini ou ChatGPT ou autre, dans notre contexte professionnel, dans notre vie personnelle. Il y en a, c'est leur assistant personnel, littéralement. Là. C'est super, mais il faut savoir quand s'en servir aussi, là, puis à quelle fin. Donc, c'est pas de se substituer à ta pensée et tout, c'est de l'enrichir, d'aller chercher des idées, de t'assurer que tu as tout couvert ou peut-être en phase de, justement, révision, t'assurer que tu n'as pas de faute dans ton texte, mais tu sais, il y a un usage... Aussi, moi, j'en vois là, faire des posts là, sur les réseaux, là, puis que... C'est écrit par ChatGPT, je le vois. Je l'ai assez utilisé pour le reconnaître, son style. Oui, c'est ça. On le voit aussi. Puis ça apporte de la crédibilité. Quelque part, là, es-tu capable de penser par toi-même, d'articuler un peu tes idées, ou tu as absolument besoin d'un outil comme ça? Là? Qu'est-ce que tu vas faire le jour où, je sais pas, moi, tu n'as pas d'Internet? Qu'est-ce que tu fais? Là, Oui, exact. Puis dans le fond... Tu parles face à face avec quelqu'un. C'est ça. Même pour les futurs enseignants, j'enseigne à l'université aussi, puis j'en ai des fois. Oui, mais ChatGPT, je suis comme, tu vas être devant tes élèves, là. Arrête tu vas pas sortir ton... faut que tu maîtrises ces connaissances-là, le son-là, tu es capable de les exprimer, OK? De les enseigner, c'est... écoute, on est dans l'ère où on est, là, mais je veux dire, c'est quand même inquiétant des fois de se faire répondre « Ouais, mais ChatGPT, non, tu sais, réfléchis, apprends, fais ton travail. » Exact. C'est des nouveaux outils, puis tu sais, c'est normal, on va avoir un temps d'adaptation, comme chaque fois qu'il y a des grandes révolutions, on va dire. Mais la question fondamentale, c'est est-ce que c'est là pour écrire à ma place? Est-ce que c'est là pour penser à ma place? Est-ce que c'est là pour vivre à ma place, ces outils-là? Ou c'est là pour que moi, j'avance plus dans ma pensée, que je vive plus, que je sais, Alors, est-ce que c'est quelque chose qui me sert ou qui me remplace? T'sais? Puis c'est vraiment une question... Exact. La première fois, peut-être que l'humain se pose cette question-là réellement, là, parce que ça a l'air de penser, même si ça ne pense pas vraiment. Bien, je pense que ça tient à ça. Si c'est un choix qu'on a à faire, moi, je pense que c'est clair que j'irais plus pour c'est là pour me servir que c'est là pour se servir de moi. Mais chacun doit réfléchir de cette façon-là. Sauf que celui qui écrit avec un outil comme ça à sa place, plutôt que pour réfléchir, avoir plus d'idées, ça peut être utile. Là, mais si ça fait le travail à ta place, ben c'est que c'est en train de vivre ta vie. Puis t'es remplaçable. Ou ça te rend remplaçable et en fait, tu développes pas la compétence qui va nous permettre d'entendre ta voix à toi. Puis c'est ça qui est important. On vit en société pour communiquer ensemble. Ben moi, ça m'intéresse pas, là, la voix d'une machine. C'est toi que je veux entendre. Ouais. Ça revient à ce qu'on parlait juste avant de commencer à tourner. On parlait d'échecs, tu sais, puis même si les machines battent tous les humains, on préfère regarder des humains jouer aux échecs ensemble. On préfère jouer aux échecs avec d'autres humains qu'avec des machines, mettons. Exact. Bon, malgré que Deep Blue contre Kasparov, c'est quand même... Une fois que ça c'était réglé, t'avais un humain, mais mettre deux machines ensemble... Oui, c'est intéressant, c'est le fun, mais tu sais, on n'organise pas de tournoi encore de machines. Mais non, c'est encore les humains qui font des robots jouer au tennis, ça m'intéresse pas. Je veux voir des joueurs de tennis. Exactement. Sinon, tant qu'à ça, on va faire jouer des joueurs contre des murs. Les murs vont toujours gagner. Là, c'est pas ça qui est important. C'est ça, justement. C'est de voir la performance humaine, c'est de voir se dépasser nous-mêmes. C'est comme la course, là. Un 100 mètres humain, c'est ridicule là, à côté de certains animaux ou des machines. C'est des vitesses absurdes, mais ça nous intéresse quand même. On est passionné par ça parce que c'est l'humain qui se dépasse. Puis, c'est ça qu'il faut comprendre. Puis je pense qu'il faut quitter l'espèce d'impression que ça va nous remplacer. Ça ne nous intéresse pas d'être remplacés, les humains. C'est pas compliqué, ça. On n'a pas envie de ça. Donc, c'est de voir plutôt comment ça peut me servir, moi, pour me développer.
100%. Merci beaucoup. Pour ces belles paroles. C'était vraiment le fun. Félicitations pour tout ce que vous faites. C'est extraordinaire. Merci. C'est extraordinaire. C'était un vrai plaisir. Ça se prend Ouais. cool. Merci beaucoup. Merci. Merci.